Le Mali souhaite une coopération et une collaboration avec la Gambie pour faire en sorte que les bus et les passagers transportant des marchandises essentielles entre Banjul et Bamako passent à un niveau supérieur en termes de commerce et aussi pour améliorer la collecte des recettes. Mais la Gambie étant enclavée dans le territoire sénégalais, cette liaison routière ne peut être réalisée sans l'accord des autorités du Sénégal. Les deux parties ont donc exhorté les autorités sénégalaises à lever leurs barrières douanières pour faciliter le transit interétatique. Le Mali, un État sans littoral mais dont le sous-sol regorge de nombreuses matières premières, se livre à cet exercice de lobbying auprès des États voisins disposant d'ouverture sur la mer et capables d'offrir des allègements au niveau de leurs ports. Le gouvernement éthiopien vient d'annoncer l'évacuation prochaine des forces érythréennes au Tigré. Cette décision qui intervient quelques jours après la signature d'un accord entre Addis Abeba et son voisin du Nord est donc une réponse à la pression internationale face à la présence de ces soldats dans certaines villes de la région. On en parle avec Rona Charlene Mounkondé. Pour prévenir d'éventuelles attaques et au nom de la sauvegarde de sa sécurité nationale suite aux tirs roquettes du Front de libération du peuple du Tigré, alors en guerre de sécession avec le gouvernement central d'Éthiopie, le gouvernement érythréen avait pris part au conflit en se positionnant à la frontière au nord. Une incursion dont le retrait a été conclu récemment à l'amiable entre les deux parties. Un retrait confirmé vendredi par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui lui parle plutôt de retrait progressif des troupes érythréennes du Tigré au regard de la situation encore volatile dans cette région qui menace de faire sécession. Mais depuis, plusieurs organisations de défense des droits humains ont affirmé qu'elles attendaient des actions concrètes alors que les habitants de certaines villes du Tigré continuaient de signaler la présence de ces soldats érythréens ces derniers jours. Près de 5 mois après la fin de la guerre au Tigré, l'heure est au bilan. Mais déjà, pour tourner cette page, Abiy Ahmed a promis la tenue d'élections législatives en juin prochain. Reste à savoir si l'organisation de ces élections à l'origine du conflit au Tigré l'année dernière suffiront à ramener la paix avec le gouvernement d'Addis Abeba. Pendant ce temps, au Tchad, la campagne pour l'élection présidentielle prendra fin le 10 avril. Il est prévu pour le président sortant candidat à sa propre succession un dernier meeting dans la capitale. Par contre, plusieurs candidats de l'opposition battent campagne à l'extérieur de N'Djamena, notamment dans le sud du pays. Marie-Pascale Moïsi sur les écrits d'Armstrong Agaya. Plus que 6 jours avant l'élection présidentielle de dimanche prochain, ils sont au nombre de 7 candidats en lice, dont le président sortant, Idriss Déby Itno, qui brigue un 6e mandat à la tête de son pays. Dans la capitale N'Djamena, les pancartes de 4 mètres de haut sur 10 de large ornent les artères des messages d'appel au choix du candidat dit de la sécurité panafricaine. Dans les rues, très peu acceptent de s'exprimer sur ce scrutin qu'ils qualifient de jouer d'avance. Les jeunes se mobiliseront-ils? La question reste entière. Pour le parti au pouvoir, son porte-parole dit privilégier aussi le porte-parole plus efficace, selon lui, pour expliquer le projet de société de son candidat. Pendant ce temps, l'opposition, elle, est peu visible dans la capitale. Pas d'affiche, hormis quelques-unes de l'ex-premier ministre Albert Pahimi Badaké, aujourd'hui candidat. Axé sur la mauvaise gestion des ressources pétrolières, à Doba par exemple, chef-lieu de la province qui exploite du pétrole depuis 2003 dans le sud du pays, les discours se ressemblent et sont constitués de chapelets de critiques. Autre fait, l'ancien rebelle Abdelkader Baba Labdé a lui choisi de soutenir Idriss Déby. Ce chef rebelle qui avait disparu des radars depuis sa sortie de prison est apparu dans un meeting aux côtés du président tchadien, à Bangor, dans le sud du pays. Reste seulement à savoir s'il espère la législation de son parti, qui jusqu'à ce jour est considéré comme un parti politico-militaire et non pas comme un parti politique civil. Dans ce scrutin, les électeurs jeunes auront un rôle majeur car représentant plus de la moitié de la population. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé dimanche le retrait du projet de loi sur la déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine. C'était lors d'un entretien accordé aux médias nationaux expliquant que ce retrait était motivé par des interprétations erronées. Les précisions dans ce récit. Dans cette annonce, le président Abdelhamid Tebboune a rappelé que la double nationalité ou la plurinationalité n'était pas un crime en Algérie.
Le projet prévoyait de déchoir toute personne commettant à l'étranger des actes portant de graves préjudices aux intérêts de l'État algérien, c'est-à-dire tout citoyen qui active ou adhère à une organisation terroriste, la finance ou en fait l'apologie. Le texte concernait également toute personne collaborant avec un État ennemi. Seulement, le document mal compris avait provoqué la colère et la stupéfaction chez de nombreux Algériens vivant à l'étranger. D'où la décision de son retrait annoncée ce dimanche par Abdelhamid Tebboune lors d'un entretien accordé aux médias locaux. Cet amendement au Code de la nationalité a été présenté début mars, suscitant un tollé au moment où le mouvement de contestation anti-régime, le Hirak, avait repris ses manifestations hebdomadaires. La déchéance de nationalité deviendrait-elle une arme stratégique et ordinaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Au cœur de cette problématique, le droit pour tout individu d'entrer, de séjourner et de ne pas être expulsé du territoire de l'État dont il a la nationalité. En 2005, le Parlement avait voté à l'unanimité une ordonnance reconnaissant la double nationalité. Bien que interdite avant 2005, la double nationalité était cependant tolérée par les autorités algériennes, notamment pour les binationaux franco-algériens. L'annonce du retrait de ce texte constitue donc un geste d'apaisement du président Tebboune. Et en Israël, ce lundi, au tribunal de Jérusalem, Benjamin Netanyahou s'est de nouveau présenté à la barre pour des accusations de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Regardons. Âgé de 71 ans, Benjamin Netanyahou a passé 15 ans au pouvoir en Israël. Il est arrivé ce lundi matin au tribunal du district de Jérusalem où il a été convoqué pour les déclarations liminaires du parquet avec la phase de la présentation des preuves. En présence du Premier ministre, la procureure au tribunal du district de Jérusalem a déclaré que Netanyahou avait usé de façon illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré pour demander et obtenir des avantages injustifiés de propriétaires de médias importants en Israël pour faire avancer ses affaires personnelles. Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à faire face à des accusations criminelles en cours de mandat, l'homme nie fermement toutes ces accusations. Son procès s'est ouvert en mai 2020. De dizaines de partisans de Benjamin Netanyahou sont également rassemblés devant le tribunal. Une reprise de procès qui intervient en pleine consultation post-élection déterminante pour l'avenir politique du Premier ministre au règne le plus long de l'histoire d'Israël. La France se lance dès ce mercredi dans la production de vaccins anti-Covid-19 et cela grâce à la mise à disposition de plusieurs usines de sous-traitance. Objectif, la fabrication de 250 millions de doses d'ici la fin de l'année. Le point avec Rona Charline Moinkondé. Ici, à l'usine Delpharm, installée en Eure-et-Loire, tout est fin prêt pour accueillir la production des vaccins sous-traités Pfizer et BioNTech. Et c'est d'ici que sortiront les premiers flacons anti-Covid-19 made in France. Mi-avril, ce sera au tour de Récipharm et son usine d'Indre-et-Loire de lancer la production, cette fois des vaccins Moderna. Plus tard en été, s'ajouteront, dans le cadre de ce projet d'envergure, les laboratoires Sanofi dont la production de ses propres vaccins se fait attendre. En marge, la récente signature du partenariat avec Janssen sur ses lignes de Marcy-l'Étoile dans le Rhône. Et Fareva pour la mise en flacon des doses du nouveau vaccin allemand en attendant son homologation CureVac. Au total, 4 usines de production attachées au programme vont fabriquer des vaccins anti-Covid-19 en France pour mieux lutter contre la pandémie qui fait des ravages dans le pays. Pour le président français Emmanuel Macron, c'est en effet une question d'indépendance et il promet une production de 250 millions de doses d'ici à la fin de cette année. Sans perdre de vue l'objectif de 10 millions de Français vaccinés mi-avril, l'exécutif français entend mettre ces doses de vaccins au service de l'ensemble des pays européens. Emmanuel Macron prône d'ailleurs un retour progressif à la vie sociale dès la mi-mai. On parle aussi de religion dans ce journal. La communauté chrétienne célèbre ce lundi à travers le monde la résurrection de Jésus-Christ, communément appelée Pâques. Cette journée est donc un grand moment de l'année pour les catholiques et c'est également l'occasion pour nous de revenir sur la symbolique. Regardons. Pour comprendre le caractère férié de ce lundi de Pâques, il faut remonter au Moyen-Âge. À cette époque, les 8 jours qui suivaient le dimanche de Pâques étaient fériés et les fidèles étaient invités à profiter de ce congé pour se rendre à la messe. Cette tradition est restée jusqu'en 1901, date de signature du Concordat, l'accord signé entre le pape et la France.
L'organisation des pratiques religieuses en France sort du giron de Rome et l'Église catholique française passe sous l'autorité de Napoléon Bonaparte, alors premier consul. Bonaparte décide de réduire l'octave de Pâques à sa portion congrue. Seul le lundi de Pâques conserve le statut de jour férié. La Pâque chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie de Jésus crucifié. Cette fête est tout à la fois une célébration religieuse et une fête du renouveau. À cette occasion, il est traditionnel de se réunir en famille autour d'un bon repas et d'organiser une chasse aux œufs pour les enfants. L'œuf symbolise le miracle de la vie, de pureté et d'équilibre nutritionnel et s'offre la nuit de Pâques, à la fois pour fêter la résurrection et pour rompre les 40 jours de privation imposés par le carême. À la table des convives, on retrouve l'agneau, pièce maîtresse du repas pascal qui symbolise l'agneau sacrifié. Partager un agneau le jour de Pâques est l'une des coutumes les plus vivaces du monde chrétien. Dans la tradition catholique, les cloches, restées muettes pendant la semaine sainte, se remettent à sonner pour annoncer le jour de Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien. Justement, le pape François a prononcé, comme il est de coutume, la prière de Regina Coeli depuis la bibliothèque du Palais apostolique du Vatican à l'occasion du lundi de Pâques. Le récit de Linda Gaël Magonga. Le pape a dit la prière du Regina Coeli à la place de l'Angélus. Une prière chrétienne qui sera désormais prononcée 3 fois par jour jusqu'au dernier dimanche du temps de Pâques qui coïncide avec le dimanche de Pentecôte. Ne nous lassons pas de chercher le Christ ressuscité qui donne la vie en abondance à tous ceux qui le rencontrent. Trouver le Christ, c'est découvrir la paix du cœur. Durant ce temps, le Saint-Père a axé son homélie sur l'importance de vivre la joie pascale à travers Christ ressuscité. Il a évoqué par ailleurs la question des personnes les plus vulnérables, les malades de la Covid-19 et qui vivent dans la précarité à cause de cette pandémie. En ce temps de Pâques, je souhaite à tous de vivre la même expérience spirituelle en accueillant dans leur cœur, leur foyer et leur famille la joyeuse annonce de Pâques. Le Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le souverain pontife a par ailleurs donné la bénédiction Urbi Orbi qui ne s'effectue que 2 fois dans l'année. Les chrétiens catholiques ont vécu virtuellement le temps de Pâques en raison de la fermeture des églises l'année dernière. Cette année, alors que l'Europe est frappée par une 3e vague de contamination à la Covid-19, toute l'Italie est classée en zone rouge. Ce week-end, les chrétiens catholiques du monde ont célébré la résurrection du Christ, marquant sa passion et sa victoire sur la mort. Les célébrations se poursuivent d'ailleurs ce lundi de Pâques dans plusieurs églises catholiques, à l'exemple de celle de Libreville au Gabon. Le reportage de Davila Oboula et Adam Chiki. Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Christ hier, aujourd'hui et toujours. C'est le sens que donnent les chrétiens catholiques du monde et particulièrement ceux du Gabon qui ont célébré ce jour lundi de Pâques. Après une semaine suivant la résurrection du Christ. Que retenir de cette célébration? C'est le passage de la mort à la vie. Donc c'est ce que nous vivons. Le passage de la mort à la vie. Le Christ qui est mort, il est ressuscité, il est vivant. Donc c'est ce passage-là que nous vivons à la Pâque. Donc nous vivons la mort, la passion et la résurrection du Christ, comme je l'ai dit tantôt. C'est ça Pâques. Dans la majorité des églises visitées, plusieurs enfants vêtus de blanc ont reçu leur baptême, signe de la nouvelle naissance et de conversion. Nous sommes dans une situation de crise. Il faudrait que le peuple se convertisse. Il faudrait qu'on laisse le mauvais côté qui nous amène toujours vers la dérive, pour aller vers le Christ qui nous amène vers la paix, vers la lumière, vers l'amour. N'empêche que tout au long de l'histoire, le mémorial de la résurrection, la mort et la passion du Christ reste d'actualité à travers la célébration quotidienne de l'Eucharistie. D'où l'invite des chrétiens à vivre cette résurrection en enfants de lumière.
Traditionnellement, elle est célébrée dans la semaine qui suit la Pâque. Elle débute le lundi de Pâques et se tient sur une semaine. Il s'agit de l'octave de Pâques. Qu'est-ce que cela représente véritablement, sinon quelle différence faire entre la Pâque en elle-même et son octave? Davila Obola et Adam Cheki à nouveau. En ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. L'octave de Pâques est le prolongement de la Pâque au-delà du jour de l'événement. Il est constitué des 8 jours du dimanche de Pâques jusqu'au dimanche suivant. Chaque jour, durant l'octave de Pâques, les chrétiens catholiques célèbrent alors la messe avec les mêmes prières et les mêmes chants utilisés le jour de Pâques. Nous sommes en plein dans les événements qui suivent la résurrection du Christ. Et durant toute cette semaine que nous vivons, qu'on appelle l'octave de Pâques, on nous parle des événements de la résurrection qui ont marqué la résurrection du Christ. Voilà pourquoi dans l'Église, nous nous retrouvons le lundi de Pâques pour réellement affirmer que le Christ est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Au-delà de la célébration de la résurrection du Christ, l'octave de Pâques est également le lieu de reconnaissance pour cette première Pâques célébrée en présentiel en ce temps de Covid-19. L'année passée, nous n'avions pas vécu la Pâques en présence du peuple de Dieu. Les prêtres ont célébré leur messe seuls. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vivre ces événements avec notre Église tout entière. Parce qu'il n'y a pas de salut sans amour, les chrétiens sont donc invités à cultiver l'amour non seulement en ces jours de Pâques, mais également au-delà de l'événement, car la foi du croyant ne se manifeste pas seulement en temps de Pâques, mais dans la vie de tous les jours. La réussite sociale, parlons-en. Comment les individus y parviennent-ils? Quels sont les facteurs qui peuvent la rendre possible? Y a-t-il un cheminement précis pour parvenir à un standard social? Réponse dans ce clin d'œil signé Sabrina Kondipanda et Adam Chiki. Animées par la passion de réussir, certaines personnes sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes en franchissant avec succès et détermination les étapes et les obstacles qui se dressent devant elles. La réussite, deux mots simples en apparence, mais pourtant remplis de sens avec plusieurs connotations. La réussite, c'est un moyen de parvenir dans la vie, atteindre ses objectifs. Quand tu es une personne déterminée, tu finis par toujours atteindre tes objectifs. L'école n'est pas le seul moyen de parvenir dans la vie, de réussir. Il suffit de savoir lire et écrire. Par exemple, on a des papas qui sont dans nos villages qui ont fini par réussir parce que quoi, ils ont pratiqué le moyen de cultiver. Et ça n'était pas de par le moyen de l'école. Pour réussir, tu peux faire, si tu vendais au moins peut-être le sandwich ou bien quand tu as un truc, tu peux faire ta structure comme un magasin. S'agissant de la réussite, définie couramment comme un succès, elle dépend de plusieurs variables. Il n'existe aucune recette pratique pour y parvenir du point de vue sociologique. Pour réussir ta vie, fais bien tes études et obtiens les moyens qu'il faut. Voilà le discours souvent tenu par plusieurs parents à l'endroit de leur progéniture. L'école apparaît donc pour plus d'un comme le moyen le plus sûr. Clerc du siège de justice, Gilles Dosité Nzengenidou, est parmi tant d'autres un exemple de réussite après un brillant parcours scolaire et universitaire. Moi, j'ai fait des études de droit, notamment un DUT en carrière juridique. Et à l'issue de cette formation-là, j'ai pu obtenir mon DUT et j'ai passé un stage dans un cabinet d'huissier. Déjà, je ne savais pas ce que c'était la profession d'huissier. J'ai passé mon stage. Je me suis... mon titulaire de charge, voyant mes compétences sur le plan juridique, m'a amené à rester auprès de lui et à aimer la profession. Il faut beaucoup plus être persévérant, il faut être sérieux. Il faut surtout être sérieux. Mais comme le démontre la réalité sociale, l'école n'est pas le seul moyen de réussite. Du moins, réussir un parcours scolaire et universitaire complet ne garantit pas forcément cette réussite. C'est le cas de Michael Obi, qui en commençant par une simple activité, a su avec le temps se frayer un chemin dans le monde des affaires. J'ai commencé avec un petit argent, tout
Souvent non, c'est un peu et ça a commencé à grandir jusqu'à ce niveau-là. Même s'il y a un moment difficile, il faut toujours forcer, quoi. C'est un combat. Les affaires qu'on fait dans le monde, là, c'est un combat. Donc, il faut toujours forcer de faire jusqu'à... Même si tu arrives au niveau que tu penses que tu es déjà arrivé, il faut toujours forcer. Que la réussite soit liée ou non au brillant parcours scolaire et universitaire d'un individu, une chose est sûre, elle implique l'envie et la détermination de l'individu qui souhaite y parvenir. Le travail et la patience sont les prix à payer pour y arriver. Et cette note de sport, avant de clore, c'est parce que le basketball est justement un sport qui s'apprend dès l'enfance que la Fédération gabonaise de basketball a initié une formation de 5 jours axée sur le mini-basket, une formation donnée à des jeunes stagiaires encadrés par des instructeurs FIBA. Andy Sono-Obiang et Adam Chiki. Le basket à la base et surtout pour les tout petits, voilà la vision de la Fédération gabonaise de basketball à travers un stage de 5 jours porté sur la formation des formateurs au mini-basket. L'objectif de cette formation. Spécialiser un peu plus les formateurs. Vous savez, nous avons été élus sur 3 points principaux que sont la formation, les infrastructures et les jeux. Donc nous avons entamé la première phase de la formation des formateurs avec la province de Langounié, la province du Moyen-Ogooué et aujourd'hui la province de l'Estuaire, mais avec un plus par rapport aux autres, c'est la spécialité, donc le mini-basketball. Parce que le basketball est un sport qui a des formateurs de façon générale, mais qui a aussi des spécialités. Une formation jugée indispensable par le président de la FEGABAB, surtout pour la vulgarisation du mini-basket et la création d'une identité gabonaise en termes de balle orange. Nous avons tenu à organiser cette formation dans la province de l'Estuaire afin qu'on ait d'ici quelques années différentes structures de mini-basket et qu'on puisse ainsi avoir des jeunes qui soient qualifiés et un basketball avec une identité du jeu à la gabonaise d'ici 2, 3 ou voire 4 ans. La formation donnée par les 2 experts à portée internationale du basketball gabonais sera sanctionnée par un certificat fédéral orienté sur le mini-basketball. Ils seront encadrés par le coach Yablez Luamba Baleketa, qui est instructeur FIBA et qui n'est plus à présenter, et le directeur technique national adjoint Raymond Lassenimbourou, qui donneront cette formation. Ça leur donnera le statut d'entraîneur fédéral, mais spécialisé dans le mini-basketball. Le regard porté sur cette branche du basket par la FEGABAB vise à long terme la mise en place d'un grenier à talent pour les différentes équipes nationales du basketball du pays. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent au rappel des titres. Au Gabon, la célébration de la Pâque a été respectée et ce malgré la Covid-19. Leaders et fidèles ont tenu à célébrer ensemble la résurrection du Christ Jésus. L'octave aussi a été respectée. Présidentielle au Tchad, dernier virage pour les candidats car le 11 avril 2021, les électeurs iront aux urnes. Le président sortant Idriss Déby Itno est en lice pour un 6e mandat. Reprise du procès Netanyahou, accusé d'usage illégitime du pouvoir. La procédure judiciaire entre ce lundi dans une phase plus intense avec la présentation des preuves. Le clin d'œil de ce soir était axé sur la réussite. Comment se donner les moyens de réussir? La réponse dans ce journal. C'est tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrières. Bonne suite des programmes sur Gabon 24. Dans son volet social, le plan d'accélération de la transformation intègre 5 projets. L'ouverture des centres de formation professionnelle pour garantir l'adéquation entre l'offre de compétences locales et les besoins des employeurs en main-d'œuvre sur le marché du travail. Le programme de facilitation de l'accès à l'emploi pour assurer une meilleure fluidité du marché du travail. La refonte des programmes